L'histoire commence avec notre héros tenant quelqu'un, lui disant qu'il est le dernier maintenant. Il a ensuite souri avec assurance et, utilisant sa magie, a maîtrisé l'homme par le cou. L'homme l'a accusé de cacher des compétences exceptionnelles qu'un simple réparateur ne pouvait pas posséder. Le héros a commencé à l'interroger sur le grimoire, un puissant livre de magie, soulignant que la famille de Culan ne mobiliserait pas toutes ses forces juste pour chasser un simple chien errant, décrivant les membres de la famille comme de la racaille qui se multiplient et se répandent comme des chiens enragés. L'homme a admis qu'il ne savait pas comment utiliser le grimoire, mais le héros a déduit de leur poursuite acharnée sur cette distance que le livre devait avoir une grande valeur. L'homme a exigé qu'il lui remette le grimoire immédiatement. En retour, il a offert d'intercéder pour qu'il reprenne son travail de réparateur, utilisant même le terme dégradant de chien de chasse. Le héros s'est moqué de cette offre, se demandant sarcastiquement quelle autorité un simple gestionnaire de réparateur pouvait avoir pour faire de telles promesses. Il l'a ensuite soulevé avec sa magie, lui demandant s'il avait des derniers mots avant de mourir. Soudain, une troisième personne est apparue sur les lieux, un homme dégageant une puissante aura d'énergie maléfique qui les a calmement salués. Ce nouveau venu a révélé son identité, annonçant qu'il était Baran Van de Culan, le chef de la famille magique dirigeante du continent oriental, les de Culan. Le gestionnaire de réparateur était stupéfait. C'était la première fois qu'il voyait le chef de famille en face à face malgré avoir passé des décennies à les servir en tant que réparateur. Baran était une figure légendaire connue comme le sorcier le plus puissant de l'histoire de la famille. Le héros se demandait quel genre d'homme cette personne pourrait être. Baran s'est adressé au héros, lui disant de remettre le grimoire, promettant qu'il parlerait après. Cependant, le héros l'a rencontré avec une réponse grossière et choquante, lui disant qu'il l'énervait et l'a accusé d'essayer de voler son butin durement gagné. Baran a répondu à cette insolence par un rire sarcastique. À ce moment-là, le héros a regretté de ne pas avoir dévoré la vouivre qu'il avait vue plus tôt quand il en avait l'occasion car il réalisait maintenant que l'aura émanant du chef de famille était écrasante et plus forte que tout ce à quoi il avait jamais fait face auparavant. Baran a expliqué au héros que l'option la plus simple était de le tuer et de récupérer le grimoire par la force, mais il lui a offert une alternative. Il lui a demandé de remettre le livre et de retourner au service de deux clans, et en retour, tous ses crimes seraient pardonnés. Baran a loué le talent de combat du héros, admettant qu'il regrettait de ne pas avoir réalisé ce talent plus tôt. Il a été impressionné qu'un rassal des bidonvilles puisse maîtriser les compétences insignifiantes des réparateurs et les porter à un niveau aussi avancé. Il a ensuite essayé de le tenter avec une vision d'un avenir brillant, se demandant jusqu'où une lame acérée comme lui pourrait s'envoler si elle était portée par les ailes de deux clans et quelle grandeur il pourrait ajouter au nom de famille. Il a conclu son offre en l'invitant à se tenir à ses côtés et à écrire l'histoire ensemble. Le héros a accepté l'offre de Baran, mais il a posé une condition. Avec un sourire rusé, le héros a exigé que Baran lui donne son siège de chef de famille, et alors seulement il pourrait négocier. Il s'est ensuite tourné vers Baran, lui rappelant qu'il avait regardé ses batailles, et lui a demandé en se moquant combien de personnes étaient mortes à cause du mouvement magique qu'il appliquait toujours aux gestionnaires de réparateurs épuisés. Ce défi a mis Baran en colère, qui a averti le héros que c'était la façon dont il choisissait de jouer et que ce choix pourrait mener à sa mort. Le héros a reconnu que c'était absolument vrai, mais il a répondu par un défi encore plus grand, invitant Baran à mesurer lui-même l'écart de puissance entre eux. Baran a accepté le défi en déclarant qu'il le disciplinerait d'abord. Baran a commencé à lancer une attaque que le héros a esquivée avec beaucoup de difficulté, et avant qu'il ne puisse reprendre son souffle, il a été surpris par un autre cercle magique qui est apparu soudainement devant lui. Réalisant que c'était le vrai pouvoir du chef de la famille de Culan, un pouvoir qui ne laissait aucune ouverture exploitable, Baran a rappelé au héros son précédent défi, affirmant que certaines choses n'ont pas besoin d'être testées, comme le vaste fossé de puissance qui les séparait. Il a ensuite commencé à lancer une autre attaque qui a causé une explosion massive. Du milieu de la fumée, Baran a demandé au héros s'il avait changé d'avis sur la négociation, lui disant qu'il le laisserait vivre, mais à peine. Le héros a répondu en demandant si Baran l'accepterait s'il baissait la tête maintenant et retournait à l'ombre de deux clans, mais il a rapidement répondu à sa propre question par un cri défiant, « Pas question ». Le héros s'est levé avec force, du sang couvrant son visage, déclarant qu'il en avait marre de manger de la nourriture pour chien. Il a déchaîné une attaque d'éclairs bleus, criant avec colère et se demandant qui se contenterait de redevenir un chien car un collier fantaisie dans une grande maison ne change pas le fond du problème. Baran l'a traité de fou et s'est préparé à déchaîner une puissance écrasante. Le héros a été stupéfait par le spectacle devant lui alors qu'une énorme tempête d'éclairs violets remplissait le ciel. À ce moment-là, il a réalisé quelque chose. Il a finalement compris pourquoi, ce jour-là, il avait levé les yeux vers le ciel et vu cette vouivre s'envoler avec une liberté absolue. La raison de son regard était sa souffrance et son profond désir d'atteindre cette liberté. Malgré l'attaque écrasante, le héros a réussi à tenir bon. Baran l'a regardé avec admiration, admettant qu'il pensait que l'attaque le tuerait, puis lui a demandé s'il ressentait maintenant la différence de leur puissance. Toujours debout, le héros a reconnu le pouvoir dégoûtant de Baran. Baran a demandé s'il était prêt à parler correctement maintenant et lui a demandé de terminer l'histoire qu'il ne pouvait pas terminer auparavant. Le héros se demandait si Baran voulait qu'il redevienne un réparateur,
mais Baran l'a corrigé, expliquant qu'il ne voulait pas dire le poste de réparateur. Baran a révélé sa véritable et surprenante offre pour que le héros devienne le chef de l'une des familles affiliées à la famille de Culan. Le héros a été choqué par cette offre. Il a pensé à la façon dont la famille de Culan, dont l'autorité rivalisait avec celle du pouvoir impérial, lui offrait la direction de l'une de ses familles loyales. Le héros a regardé le grimoire en sa possession et a demandé à Baran si ce livre était son objectif depuis le début. Baran a répondu que le héros se sous-estimait encore, insistant sur le fait que son désir était pour le héros lui-même et que le grimoire venait en second. Baran a vu que le héros commençait à envisager l'offre, et il a promis qu'en l'acceptant, tous ses péchés passés seraient effacés, et seule la gloire avec la famille de Culan l'attendrait. Mais de façon inattendue, le héros a commencé à verser son énergie dans le grimoire avec l'intention de le détruire. Baran lui a demandé sous le choc ce qu'il faisait, ce à quoi le héros a répondu sarcastiquement qu'il pouvait l'avoir après qu'il se soit transformé en cendre. Baran a menacé le héros qu'il ne mourrait jamais paisiblement, mais le héros l'a fait taire et lui a dit d'écouter. Le héros a expliqué que les réparateurs ne se soucient pas de l'argent, mais il a pris ce grimoire parce qu'il était inestimable. Il a ensuite révélé le sombre secret derrière cela, se demandant si Baran connaissait les réparateurs qui ont été dévorés par le jeune maître de Culan en utilisant la magie interdite de ce livre. Ce scélérat avait dévoré les camarades du héros, et la famille de Culan a dissimulé le crime. Baran a demandé avec mépris si tout cela était pour la vengeance, notant que la vie des chiens errants est bon marché. Le héros a répondu que son motif n'était pas seulement la vengeance. Il voulait réaliser les rêves de ses camarades, et cela nécessitait de l'argent. Il voulait également s'assurer qu'il ne retournerait pas vivre dans une niche après sa retraite. Après avoir tout entendu, Baran a déclaré qu'il avait entendu les derniers mots du héros. Il a déchaîné son attaque finale, la flamme azur de Culan, un feu éternel qui ne s'éteint jamais, et a dit au héros de regretter son choix dans les profondeurs de cet enfer. Alors que les flammes le consumaient, le héros a rejeté l'idée du regret, criant que la mort était préférable à redevenir le chien de Culan, et il a ressenti une liberté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Ses dernières pensées étaient qu'il ne regrettait rien et que s'il devait renaître, il saisirait sa liberté et accomplirait sa véritable vengeance. Il a ensuite été surpris par ce qui s'est passé. Tout s'est figé comme si le temps s'était arrêté. Le grimoire est apparu et a brillé de mille feux. Puis quelque chose d'étrange s'est produit. Le héros s'est retrouvé dans un autre endroit, se demandant comment il avait survécu après avoir été sur le point de mourir brûlé. Il sentait que quelque chose n'allait pas, et l'endroit lui semblait familier comme s'il était revenu dans le passé. Puis il s'est souvenu qu'il était dans la zone noire et blanche, l'endroit où il avait lutté pour survivre quotidiennement avant de devenir un réparateur. Il a réalisé l'incroyable vérité. Il était retourné dans le passé. Il se demandait ce qui se passait dans le monde. Alors qu'il se retrouvait dans son jeune corps. Il était sûr qu'il était revenu dans le passé, mais il a remarqué qu'une certaine marque était toujours sur son corps. Bien qu'il n'ait pas compris comment il a déduit que le grimoire avait fait quelque chose pour provoquer ce retour, il s'est souvenu que le fait que le chef de la famille de Culan soit venu lui-même prendre le livre prouvait à quel point il était important. Le héros décida que ce retour dans le passé était une bonne chose, après tout. Il s'assura que ce n'était pas un rêve. Les événements semblaient trop réels, et la mauvaise odeur d'égout de l'endroit lui confirma qu'il était vivant. Il se sentait optimiste, voyant une occasion d'obtenir un grand succès quoi qu'il fasse, mais il se demanda ce que signifiait obtenir un grand succès. Il se rappela qu'il avait autrefois un rêve que ses camarades partageaient aussi, et c'était la même raison qui l'avait poussé à prendre sa retraite. Il commença à se souvenir d'une conversation qu'il avait eue avec un de ses camarades nommé Astor. Dans ce souvenir, Astor lui disait qu'il n'était que des sans-abri dans la zone noire et blanche, manquant de vêtements, de nourriture et d'éducation, et lui demanda lequel de ces manques était le pire pour lui. Le héros répondit que le manque de nourriture était le pire, mais Astor le corrigea. Après qu'un regard d'agacement face à la stupidité de la réponse apparut sur son visage, il expliqua que ne pas recevoir d'éducation était la chose la plus pénible. S'ils avaient été correctement formés et éduqués, ils ne seraient pas tombés entre les mains des nobles qui les ont réduits en esclavage. Aster révéla son rêve après sa retraite, qui était de construire une bibliothèque, un endroit où n'importe qui, sans distinction de richesse, de statut ou de sexe, pourrait lire des livres librement. Quant au héros, son rêve était d'aller encore plus loin. Il voulait construire une flèche imposante sans raison particulière, si ce n'est qu'il aimait les choses hautes. Il prévoyait de remplir cette tour avec tous les livres qu'il pourrait trouver. Plus important encore, il placerait le manuel secret de la famille de Culan à l'entrée du premier étage afin que tout le monde puisse l'obtenir, qu'il s'agisse de vagabonds de la zone noire et blanche, de fils de nobles, ou même des bouchers du marché. Le simple fait d'imaginer voir ces techniques, que la famille de Culan considérait comme plus précieuses que leur vie, accessibles à tous, le rendait extatique. Il admit que le problème était de savoir comment obtenir ces techniques, mais il décida de laisser cela à son futur moi pour s'en soucier. Son but ultime était de répandre les secrets de Culan aussi largement que possible, ce qui conduirait à leur effondrement complet. Soudain, ses rêves furent interrompus par un puissant coup de pied au visage. Un jeune homme en colère apparut et lui cria dessus pour ne pas être resté où on lui avait dit, puis commença à lui donner des coups de pied à répétition.
Au début, le héros fut choqué par cette attaque soudaine, mais il rassembla rapidement son expérience de réparateur qui avait combattu d'innombrables batailles. Il réussit à bloquer un des coups de pied, ce qui surprit l'attaquant. Le héros lui dit calmement qu'il l'avait frappé cette fois. Puis, avec un regard acéré, il déclara qu'il était temps de lui rendre l'appareil au décuple. Le héros se prépara à une contre-attaque tandis que la peur apparaissait sur le visage de l'attaquant, et le bruit fort d'os qui se brise se fit entendre. Le héros fut surpris de constater que c'était sa propre main qui était cassée, se demandant comment cela s'était produit. L'autre garçon commença à le gronder avec colère pour avoir osé frapper quelqu'un de plus âgé que lui, le traitant de fou. Bien que le héros ait réussi à porter un coup, le jeune homme le jeta au sol et continua à le battre. Alors que le corps du héros souffrait, c'était son cœur qui souffrait le plus. Le héros profita de l'occasion et fit trébucher l'attaquant qui perdit l'équilibre et tomba dans un canal d'égout. Le héros vit cela comme une chance de s'échapper. L'attaquant se releva, toussant, et demanda au héros où il pensait aller, mais le héros répondit qu'il ne fuyait pas. En fait, ce qu'il faisait était une retraite tactique. Il décida de se souvenir du visage de son attaquant et de garder les 57 coups qu'il avait reçus dans son cœur, se rappelant qu'il était un réparateur expérimenté qui ne savait pas comment abandonner. Après s'être éloigné, il réalisa que sa situation était mauvaise. Son poignet était foulé juste pour avoir donné un coup de poing, ce qui lui fit sentir désolé pour la faiblesse de son corps actuel. Il s'assit, vaincu, et décida qu'il devait oublier la tour pour l'instant et que la priorité était de réparer et de renforcer ce corps faible. Soudain, un petit enfant aux cheveux blancs apparut devant lui et lui demanda s'il avait faim. Le héros lui demanda s'il le connaissait, et l'enfant répondit qu'il ne le connaissait pas. Le héros analysa les vêtements de l'enfant. Bien qu'ils soient usés, ils étaient à l'origine chers, il en conclut donc qu'il était très probablement le fils d'un noble qui avait perdu une lutte de pouvoir et s'était enfui ici. Il le voyait comme une bombe à retardement à éviter. L'enfant se présenta, disant que son nom était Damian, et que le nom de sa mère était Bianca. Le héros sentit qu'il apprenait des choses qu'il ne devrait pas savoir, alors il demanda à Damian s'il était un peu lent à la détente. Damian lui dit alors innocemment que sa mère était morte, et le héros se sentit désolé pour lui. Il répondit qu'il n'avait pas de père non plus, donc il était le gagnant, puis essaya de le chasser. Le héros décida qu'il était préférable de s'éloigner de cette bombe à retardement avant que cela ne devienne plus problématique. Mais lorsqu'il essaya de partir, Damian lui dit qu'il viendrait avec lui. Le héros refusa et pensa à le frapper pour le faire partir. Damian remarqua le poignet blessé du héros et lui demanda si ça lui faisait mal, puis offrit son aide. Il plaça sa main sur la main du héros, et une puissante lumière de guérison apparut, ce qui étonna le héros. Il réalisa immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'une simple main de guérison ordinaire. Il reconnut la technique secrète. C'était la lumière de la guérison, une technique spéciale de la famille noble déchue Blandu, qui avait été détruite par la famille de Culan. L'instinct du héros en tant que réparateur professionnel hurla. Il réalisa qu'il venait de s'embarquer dans quelque chose de très méchant et dangereux. Il se demanda pourquoi un enfant de la famille Blandu était à cet endroit alors que leur famille était censée être encore en bonne position à ce moment-là. Il répéta le nom de Damian dans son esprit alors que Damian lui demandait s'il l'appelait. Soudain, il se souvint de quelque chose. Il s'était souvenu d'une information cruciale, quelqu'un de la lignée Blandu avec des yeux de couleurs différentes. Il reconnut l'identité de l'enfant devant lui. C'était le monstre de Blandu, Damian von Blandu, le fou qui ne meurt pas même s'il est tué. Le héros était dans un état de choc qu'il ne pouvait pas comprendre. Sa mémoire le ramena dans le passé, à une époque avant son déclin, lorsqu'il travaillait encore comme réparateur. Il se souvint d'une mission qui lui avait été confiée par ordre de la famille de Culan dans les terres de la famille Blandeo. À cette époque, lui et ses camarades râlaient, se demandant pourquoi on les appelait pour une mission que la famille Blandeo aurait dû être capable de gérer elle-même. Un des camarades leur raconta des rumeurs sur un monstre dans les terres de Blandeo, un monstre qui aurait tué des dizaines de personnes. Il se demandait si ce monstre était une goule ou quelque chose comme ça, mais ce qu'il vit n'était pas une goule. Il vit un humain déchirer un autre humain en lambeaux. Cet humain était Damian qui riait follement en se battant, utilisant continuellement la magie de guérison de la famille Blandu pour continuer à se battre. C'était un boucher dérangé qui ne mourait pas même après la mort. La mémoire se termine, et le héros revient à son présent où Damian est assis devant lui, un enfant innocent regardant des fourmis avec intérêt. Le héros est toujours sous le choc, incapable de concilier l'image du tueur brutal dans sa mémoire avec l'enfant devant lui. Il se demande pourquoi l'héritier direct de la famille Blandu, le fils unique du seigneur, est dans un endroit aussi misérable. Damian interrompt ses pensées en parlant de nourriture. Il lui dit avec enthousiasme qu'il devrait manger, citant sa mère que bien manger empêche la maladie, et conclut que le héros est malade parce qu'il ne mange pas. Le héros est d'accord avec sa logique mais trouve sa façon de parler provocante. Il lui demande s'il a de l'argent. Damian sort un sac rempli de pièces d'or et demande si c'est ce qu'il voulait dire. Après un court silence, le héros sourit et donne un signe d'approbation, déclarant soudainement qu'ils sont maintenant amis. Il prend Damien, abasourdi, par l'épaule, lui disant que s'il dit qu'ils sont amis, alors ils le sont, et les amis partagent ce qu'ils ont. Puis, excité, il l'entraîne pour trouver de quoi remplir leurs estomacs.
Damian demande à son nouvel ami ce qu'il a à partager, ce à quoi le héros répond qu'il a un ami, en parlant de Damian lui-même. Après avoir pris un bon repas et un bain, le héros se sent revigoré. Il voit Damian errer dans l'endroit, qui semble être une maison au-dessus du restaurant. Damian explique que c'est la première fois qu'il voit un endroit comme celui-ci parce qu'il a toujours dormi dehors. Damian mentionne soudainement qu'il n'a pas de père. Le héros plaisante en disant qu'il a un père, et il se lance dans une dispute enfantine qui se termine avec le héros se demandant pourquoi ils essaient de rivaliser sur ce sujet. Puis il lui pose des questions sur sa mère. Damian regarde autour de lui et répond innocemment qu'elle n'est pas là. Le héros décide de mieux évaluer la situation. Le héros demande à Damian combien de temps il a été seul. Damian réfléchit un instant et répond ensuite que depuis qu'il s'est enfui de chez lui, il a dormi 10 fois. Le héros commence à analyser cette nouvelle information, se demandant si Damian est un fugueur et est poursuivi et si dormir 10 fois signifie que 10 jours se sont écoulés. Damian explique qu'il peut dormir 2 fois par jour, y compris les siestes, donc le nombre total de fois qu'il a dormi est de 10. Le héros en déduit que Damian est en fuite depuis environ 3 ou 4 jours, mais il devient encore plus confus quand Damian ajoute qu'il n'a pas fait de sieste depuis qu'il s'est enfui, confirmant pour lui-même qu'il est complètement fou depuis la racine. Le héros commence à planifier l'avenir. Il voit une opportunité en ayant Damian avec lui dans la zone noire et blanche où il peut agir comme son tuteur et construire une relation avec la famille Blandu. Cette relation pourrait être utile à l'avenir lorsqu'il affrontera à nouveau la famille de Culan. De plus, les demeures des nobles contiennent beaucoup de livres dont il a besoin pour réaliser son rêve. Mais avant de penser à des plans à long terme, il décide qu'il a une affaire urgente à régler en premier qui est la rancune à 57 couches qu'il ressent envers le jeune homme qu'il a frappé plus tôt. Il dit à Damian qu'il va se coucher maintenant et l'avertit de ne pas le déranger ou il y aura de gros problèmes. Damian demande s'il va faire des exercices de respiration, et le héros le confirme, lui demandant de faire de même quand il aura terminé, ce que Damian accepte avec enthousiasme. Le héros commence sa méditation, se souvenant de sa vie passée où il s'appuyait sur des formules magiques standards données aux fixeurs, qui avaient des limites claires. Pour surmonter cela, il avait infiltré de nombreuses maisons nobles et volé leurs techniques, risquant de se faire tuer plus d'une fois. Il a appris divers arts secrets comme le renforcement du corps chevaleresque, les arts spirituels, l'invocation et l'alchimie, mais il se souvient que toutes ces techniques n'étaient pas suffisantes contre la puissance catastrophique qu'il a affrontée de la part du chef de la famille de Culan juste avant sa mort. Par conséquent, cette fois, il décide d'apprendre l'art fondamental de la famille de Culan elle-même, l'art de la source céleste. C'est l'origine de toutes les techniques de Culan et capable de s'harmoniser avec tous les types de mana, et heureusement, il l'avait mémorisé à des fins de recherche dans sa vie passée. Quand il commence à activer la technique de respiration, il ressent une chaleur intense comme de la lave qui coule dans son corps. Il découvre la présence d'impuretés dans ses circuits de mana, ce qui le surprend. Pour s'en débarrasser, il recourt à un pouvoir mystérieux et secret connu sous le nom de douche de mana, une technique utilisée uniquement par les mages d'élite des familles nobles pour purifier leur lignée directe. Une fois le processus terminé, il se réveille et se demande combien de temps s'est écoulé. Plus important encore, il constate que ses circuits de mana sont maintenant propres, et que son mana a été purifié, peut-être à un niveau de pureté plus élevé que même dans sa vie passée. Malgré cette amélioration significative, il réalise que vaincre de Culan semble toujours une tâche impossible même s'il était né 100 fois. Cependant, ses chances se sont améliorées et il est un homme qui n'abandonne jamais, même face à des obstacles presque impossibles. Le lendemain, Damian se réveille de son sommeil et constate que ses cheveux sont devenus bruns, ce qui le surprend. Le héros avait secrètement changé la couleur des cheveux blonds platine de Damian et ses vêtements afin que la famille Blandeo ne le reconnaisse pas. Une fois la dernière étape du déguisement terminée, Damian a demandé à son ami ce qu'ils allaient faire maintenant. Le héros annonce qu'ils vont casser des têtes car le jeune homme qui avait précédemment frappé le héros marchait après une sieste. Il a été surpris de revoir le héros, mais cette fois il était propre et accompagné d'un autre enfant. Il lui a demandé avec colère où il avait erré et au sujet de son apparence propre, puis a remarqué son compagnon, Damian, qui, d'après ses vêtements, semblait avoir de l'argent. Soudain, le héros a asséné un coup de poing puissant qu'il a jeté au sol. Il lui a alors calmement dit que le simple fait de se souvenir de son visage suffisait et a annoncé que son score avec lui commencerait à 123 coups. 2 jeunes hommes de la région ont entendu une commotion et sont allés vérifier, et un grand groupe de jeunes s'est rassemblé. Tout le monde a été surpris de voir le plus jeune et ce qu'il faisait. Le héros a souri sournoisement. Tous les visages lui étaient familiers, et il a décidé de voir jusqu'où il pouvait aller cette fois. Une violente bagarre a commencé, et il les a battus un par un. Alors que le héros affichait des compétences de combat supérieures, frappant ses adversaires avec des poings enveloppés d'énergie magique, Damian regardait avec admiration, impressionné par la vitesse et la puissance de son nouvel ami. Le héros a enseigné à Damian que dans de telles situations, il devrait décrire ce qu'il voit comme super cool, ce que Damian a répété avec enthousiasme avec des yeux brillants. Damian s'est approché du premier jeune homme et a offert de soigner ses blessures. Le héros l'a ensuite attrapé et lui a demandé combien de coups il avait reçu jusqu'à présent, a ramassé un bâton en bois sur le sol, puis a giflé le garçon fort sur ses fesses avec, lui demandant à nouveau combien de coups il avait reçu jusqu'à présent,
mais le jeune homme terrifié a bégayé et a oublié le nombre. Ici, le héros s'est tourné vers Damian, son ami, et lui a dit que c'était son tour. Damian a joyeusement commencé à utiliser le toucher de guérison sur le jeune homme blessé qui criait à la fois de douleur et de peur, le suppliant d'arrêter. Le héros lui a dit que son score n'était pas encore réglé et qu'il devait recevoir 20 coups supplémentaires, ce qui a fait crier le jeune homme de panique encore plus, appelant le héros et Damian des diables. Une fois la séance disciplinaire terminée, l'un des jeunes hommes s'est approché respectueusement du héros et a dit « Bon travail, monsieur ». Le héros était fier de lui. La tâche de distribuer 2000 coups à un rythme de 100 coups par personne était un nouveau défi même pour lui. Les jeunes épuisés ont demandé la permission de partir, et le héros les a autorisés à le faire. Mais l'un d'eux a expliqué avec hésitation que c'était leur maison, donc ils ne pouvaient pas partir. L'expression du héros a changé, et il a dit que c'était un petit problème. Face à cette menace voilée, les jeunes ont rapidement dit qu'ils seraient ceux qui partiraient, et ils ont fui de chez eux. Alors que le héros les regardait fuir, il pensait qu'il était maintenant sans abri, mais soudain il a senti quelqu'un approcher de loin. Cette personne était rapide et furtive et possédait l'aura distincte d'un fixeur professionnel. Le héros a conclu qu'ils étaient très probablement poursuivis. Il croit que la famille Blandeo l'a trouvé plus vite qu'il ne s'y attendait et s'inquiète car il a très peu de mana après le combat et le processus de purification qu'il a subi. Il réalise que son état actuel ne lui permet pas d'utiliser des sorts ou de se battre physiquement, mais il se souvient de sa véritable identité de fixeur expérimenté. Il se souvient que même dans sa vie passée, il n'a jamais eu une abondance de magie et a toujours fait face à de telles situations difficiles, donc ce n'est rien de nouveau pour lui. Il commence à rassembler tout le mana qui lui reste. Il comprime le mana qu'il a rassemblé, croyant que ce sera suffisant pour une attaque. Il sait qu'il n'a qu'une seule chance de survivre à cette situation. Lorsque le poursuivant arrive, il s'avère que ce n'est pas un ennemi, mais un homme âgé qui appelle Damian jeune maître. L'homme se présente comme Alfred, semblant extrêmement soulagé d'avoir trouvé Damian, exprimant la grande anxiété qui l'avait empêché de dormir. Damian refuse catégoriquement de revenir, criant qu'il ne reviendra jamais et qu'Alfred doit le tuer en premier, tandis que le majordome essaie de le calmer et de le persuader de revenir. Le héros réalise que la fuite de Damian de sa famille n'était rien de plus qu'un petit garçon fuyant de chez lui. Alfred, le majordome de la famille Blandeo, s'excuse auprès du héros pour la scène et se présente formellement. Le héros répond en se présentant comme Aster. Alfred remarque que le jeune maître Damian semble beaucoup apprécier Aster et l'invite à les accompagner à la maison de la famille Blandeo. Le héros se méfie de leurs intentions car il est bien connu que les familles nobles méprisent les roturiers, mais il ne peut pas comprendre leur véritable motif pour cette invitation. Il décide d'accepter l'invitation car elle s'aligne sur son plan initial de former une relation avec la famille Blandeo qui contrôle l'entrée de la ville de Hazen où se trouve l'Académie Zénith et sa bibliothèque inégalée. Étant donné que son objectif est de construire une grande bibliothèque, il voit que visiter leur bibliothèque sera bénéfique. Il accepte l'invitation, considérant cela comme un petit détour sur son chemin vers la réalisation de son rêve. Le héros se tourne vers Damian et lui suggère joyeusement d'aller voir si la nourriture de la famille Blandeo est bonne. Ils arrivent au majestueux manoir de la famille Blandeo. Le héros considère qu'il s'agit de sa première visite officielle au manoir Blandeo. Alfred leur dit qu'il est tard et qu'ils devraient se reposer, puis les remet à une servante nommée Lassie. Quand Lassie essaie d'emmener Damian, l'enfant panique à cause de son regard perçant et commence à crier et à s'excuser auprès d'elle. Ailleurs dans le manoir, on entend le bruit d'une porte qui s'ouvre. Quelqu'un, apparemment le maître du manoir, demande à Alfred où est Damian. Le majordome répond qu'il a été retrouvé dans la 7e zone noire et blanche et qu'il est sur le chemin du retour. Il s'avère que c'est une dame, et elle déclenche une attaque magique de colère qui provoque une explosion. Elle demande frénétiquement si Damian va bien et menace de terribles conséquences si du mal lui est arrivé. Alfred lui demande calmement de se calmer et d'écouter son rapport. Après avoir écouté le rapport, la dame ressent un grand soulagement. Alfred se dit que c'est une chance pour la dame et une chance pour quiconque aurait pu faire du mal au jeune maître. Il se souvient que cette dame était autrefois connue sous le nom de sorcière de sang. Il pense qu'étant donné sa nature féroce, surtout quand il s'agit de son fils, il est heureux que la situation se soit terminée ainsi. La dame le remercie pour son travail acharné. Alfred lui dit qu'il ne faisait que son devoir, mais ajoute qu'il y a quelque chose d'inhabituel dans l'affaire, ce qui pique sa curiosité. Alfred parle du nouvel ami que Damian s'est fait, qui s'appelle Aster. Il dit à la dame qu'Aster avait senti sa présence et préparé des contre-mesures avant même qu'il ne comparaisse devant lui. Il ajoute que lorsqu'ils se sont rencontrés, Aster tenait une balle de mana, une forme de magie comprimée prête à attaquer. La dame est impressionnée par cela, décrivant le talent d'Aster comme remarquable pour un garçon de la zone noire et blanche. Sur la base de ce talent, Alfred a demandé à la dame de lui accorder une faveur. Dans une scène ultérieure, Alfred se tient devant le héros et lui fait une offre surprenante de devenir son successeur. Alfred semble confiant que le héros ne refusera pas. Il lui explique qu'une telle opportunité pour un rat de la zone noire et blanche signifie obtenir richesse et honneur, mais le héros répond impoliment qu'il n'est pas intéressé. Cela choque Alfred, qui demande s'il l'a bien entendu. Damian interrompt la scène en demandant la signification du mot que son ami a murmuré. Le héros décline poliment l'offre,
exprimant sa profonde gratitude d'être considéré comme le successeur du majordome, mais il préfère que les choses restent comme elles sont maintenant. Alfred interprète ce refus comme de l'arrogance, croyant que le héros, étant un orphelin talentueux qui a maîtrisé la magie par lui-même, se considère comme une grande personne. Il commence alors à faire la leçon au héros, disant qu'il le comprend parce que lui aussi est né dans une famille ordinaire et qu'il était arrogant dans sa jeunesse avant de réaliser que le monde était vaste. L'agacement se voit sur le visage du héros alors qu'il pense à quel point cette discussion est triviale, mais Alfred continue sa conférence en expliquant que le héros pourrait penser qu'il peut tout faire et conquérir le monde, mais les choses ne fonctionnent pas de cette façon. Le héros essaie de réprimer sa colère pendant qu'Alfred le compare aux gobelins des vallées, des créatures qui grandissent dans un environnement protégé et qui ignorent les vrais dangers du monde. Le héros répond dans sa tête que s'il était un gobelin, il serait probablement une vouivre maintenant, indiquant qu'il est loin d'être naïf ou faible. Alfred devient plus intense, déclarant que puisque le héros ne sait rien, il lui enseignera personnellement à quel point le monde est vaste et terrifiant. Alfred ouvre les portes d'une grande salle où de nombreux jeunes majordomes stagiaires sont alignés pour l'accueillir. Alfred demande au héros son avis, soulignant que ces jeunes hommes sont des talents de la famille Blandeo tous du même âge et qu'il peut sûrement sentir leurs compétences. Le héros les regarde silencieusement et admet à lui-même que les talents de Blandeo sont en effet impressionnants. Il note qu'il est difficile de croire qu'ils ne sont que des adolescents avec ce niveau de raffinement alors que leur aura rempli tout l'endroit. Mais il regarde dans leurs yeux et pense sarcastiquement, il y avait des gobelins ici, ce qui signifie qu'ils ne sont rien comparés à ceux qu'il a affrontés. Alfred demande à nouveau s'il acceptera son offre, lui promettant qu'il peut briller comme ses enfants et même plus. Le héros répond simplement qu'il n'aime pas briller, ce qui provoque Alfred. L'un des stagiaires nommé Winster s'avance et s'adresse au majordome en chef. Winster dit à Alfred avec un sourire sarcastique que si ce garçon avait vraiment ressenti quoi que ce soit, il n'aurait jamais refusé son offre. Et puisqu'il a refusé, cela signifie qu'il n'a pas encore réalisé la vraie valeur du poste ou le talent présent dans la salle. Winster se porte volontaire pour donner au héros un petit aperçu de la vraie magie, proposant un duel d'entraînement. Alfred trouve l'idée arrogante, mais il y consent. Alfred suggère que le héros ait un duel rapide avec Winster. Le héros se rend compte qu'il est devenu une épine dans leurs pieds. Il comprend qu'il le voit comme un chien errant chanceux qui a trouvé son chemin à l'intérieur. Le héros accepte le duel mais demande à choisir ses adversaires lui-même, ce qu'Alfred permet. Le héros pointe Winster et 4 autres stagiaires. Il annonce qu'il affrontera les 5 à la fois, ce qui les choque. Il se moque d'eux en disant qu'ils devraient juste mourir s'ils ont peur. Alfred rit, impressionné, déclarant que c'est l'esprit que son successeur devrait avoir, mais il l'avertit que ses paroles pourraient être considérées comme une insulte à la famille Blandeo et lui demande s'il est prêt à en assumer la responsabilité, ce à quoi il répond avec assurance qu'il le fera. Alfred fixe les conditions du duel. Le héros doit durer exactement 1 minute. S'il réussit, il recevra un cadeau. S'il échoue, il sera tenu responsable de ses paroles. Le héros se rend compte qu'être tenu responsable signifie être forcé de devenir le prochain majordome en chef et voit cela comme une tentative d'Alfred de le lier, mais il accepte les conditions. Alors qu'il se prépare pour le duel, l'un des entraîneurs exprime à Alfred son inquiétude quant au fait que le duel pourrait être trop dangereux. Alfred répond que ce danger est ce qui en vaut la peine car il croit que briser l'entêtement du garçon est la seule façon pour lui de grandir. L'entraîneur des 5 stagiaires est inquiet. Il craint que blesser l'invité du jeune maître ne mette fin à sa carrière. Pendant ce temps, Damien regardait la scène avec la servante, Lassie. L'entraîneur s'approche de lui et le supplie d'arrêter le majordome en chef, l'avertissant que son ami court un grave danger. Mais Damien montre une grande excitation, ce qui terrifie encore plus l'entraîneur. Lassie intervient et dit à Damien que s'il interfère, sa mère le grondera, alors Damien réprime sa colère. Alfred ordonne à l'entraîneur hésitant de commencer le duel. L'entraîneur pense qu'il a fait de son mieux pour s'y opposer mais qu'il doit obéir aux ordres. Lassie dit à Damien qu'elle reviendra bientôt et lui demande de ne pas interférer. Damien sourit et lui dit qu'il a compris. L'entraîneur explique les règles du duel, le décrivant comme un combat à tour de rôle. Il se moque de lui-même, considérant qu'il s'agit d'une bataille d'annihilation et pas seulement d'un combat. L'entraîneur confirme que le duel est en effet une annihilation où il continue jusqu'à ce qu'un camp se rende alors qu'il conserve le droit d'arrêter le match. Winster se moque du héros, le traitant de chien errant aveuglé par la chance, et jure de l'écraser et de révéler sa vraie nature. L'entraîneur crie, annonçant le début du duel, et l'un des adversaires se précipite pour attaquer le héros. Dès que le duel commence, le héros lance son attaque sur Winster, lui portant un coup puissant et direct à la poitrine, le laissant dans un état de choc et de douleur. Winster crie, n'en croyant pas ce qui s'est passé. Pendant ce temps, le héros annonce qu'il semble que ce sera lui qui donnera les leçons maintenant, tenant une balle de mana dans sa main et déclarant que la première leçon est que les plus petits piments sont les plus forts. Winster reconnut que la technique était juste une manipulation basique de mana, une technique inefficace au combat. Le héros présente sa deuxième leçon, ne pas juger les gens hâtivement, puis il libère la balle de mana. La balle explose avec une force immense, envoyant les 5 stagiaires voler dans les airs. Le héros ajoute que le monde est vaste et amer en donnant un coup de poing direct à Winster. Il propose aux stagiaires vaincus de leur enseigner ces leçons et leur dit de bien les étudier.
Winster lui crie dessus, le traitant de fou et affirmant que ce qu'il utilise n'est pas de la magie. Le héros utilise ce que l'on appelle la magie somatique, un style qui intègre le mana au combat au corps à corps pour vaincre ses adversaires. L'entraîneur regarde la scène complètement choqué par la puissance dont il est témoin, tandis qu'Alfred regarde le héros écraser ses adversaires. Alfred analyse la technique du héros, réalisant que la balle de mana qu'il a utilisée était compressée au moins 3 ou 4 fois. Il imagine que s'il avait reçu un coup direct de cette balle lors de leur première rencontre, cela aurait été dangereux. Il admire le contrôle inné du héros sur le mana. Il pense que la façon dont le héros a vaincu ses adversaires était terrifiante. Soudain, Alfred sent la présence de Lady Bianca et est stupéfait. Lady Bianca arrive avec la scie, apportant de l'espoir à l'entraîneur qui croit qu'elle est venue les sauver. La dame a demandé ce qui s'était passé, et Alfred répond timidement qu'ils effectuaient un simple test. La dame regarde l'état chaotique et les stagiaires blessés au sol et demande sarcastiquement si c'est ce qu'il appelle un test. Elle ordonne à Alfred de rassembler les stagiaires et de les retirer de l'endroit pour le moment. Puis elle a demandé à Damian de retourner dans sa chambre. Elle a également demandé au héros de retourner dans sa chambre, et il se dit, quel dommage. La dame convoque l'entraîneur, Rambay, et le renvoie avec un seul mot. Elle se tourne vers Alfred, lui disant qu'elle comprend ses intentions, mais qu'il est allé trop loin cette fois. Alfred s'excuse, admet qu'il a perdu son sang-froid et est prêt à accepter n'importe quelle punition. La dame change de sujet et demande les détails de ce qui s'est exactement passé lors du duel, se demandant si Damian l'avait aidé. Alfred le nie, expliquant que le héros était simplement incroyablement bon pour frapper. Alfred s'excuse pour sa distraction et précise que la balle de mana qu'il a mentionnée précédemment a de nouveau été utilisée par le héros lors de ce duel. Mais cette fois, il l'avait compressée 3 ou 4 fois de plus. La dame en déduit que cela signifie que le contrôle du héros sur le mana est excellent et admet qu'elle a été très choquée même si elle ne l'a pas montré. Elle se demande avec étonnement s'il avait vaincu 5 stagiaires avec une seule balle de mana, et Alfred confirme qu'il les a vaincus seul, notant que même les mages hautement entraînés ont du mal à manipuler le mana brut au lieu d'utiliser des sorts. Lady Bianca interroge Alfred sur l'offre qu'il a faite au garçon, et il lui dit qu'il l'a catégoriquement refusée. Ce refus pique l'intérêt de la dame, et elle décide qu'elle doit réévaluer Aster, ordonnant qu'on l'amène à elle. Le héros est convoqué pour rencontrer Lady Bianca qui l'accueille et l'invite à s'asseoir tandis que Damien est assis à côté d'elle avec la bouche pleine de nourriture. Le héros confirme qu'il a entendu dire qu'elle l'avait convoqué, et la dame acquiesce mais lui dit qu'il y a une autre affaire d'abord. Elle lui présente une boîte en expliquant qu'elle a entendu dire qu'Alfred lui avait promis un cadeau. Le héros se souvient de la promesse d'Alfred de lui faire un cadeau s'il durait 1 minute, mais il ne s'attendait pas à ce que la dame elle-même le prépare si rapidement. Elle lui a demandé d'ouvrir la boîte. Le héros découvre qu'à l'intérieur de la boîte se trouve un élixir de haute qualité, un objet précieux qui n'est même pas donné dans la famille Blandeu, sauf aux recrues acceptées dans les 5 premières escouades magiques. Le héros se méfie sachant que de tels cadeaux précieux viennent toujours avec des conditions cachées. Lady Bianca le rassure, expliquant que l'élixir est une récompense pour avoir aidé Damian dans la zone noire et blanche, et c'est aussi une excuse pour l'incident du duel. Le héros lui demande directement si boire cet élixir le liera à la famille Blandu, ce qu'elle nie fermement. Il lui demande alors s'il est empoisonné, et elle l'assure que non. Il demande une confirmation finale qu'il n'y a absolument aucune condition, et la dame le confirme, lui disant de le prendre sans crainte. Le héros la remercie et accepte le cadeau. Le héros considère l'élixir comme un gain inattendu, mais la dame lui dit qu'elle a une autre proposition à lui faire, et il se dit, je le savais. La dame lui offre une bourse pour fréquenter l'académie avec Damian. Elle explique que Damian était censé commencer ses études l'année dernière, mais il s'y est fortement opposé, ce qui les a amenés à le reporter, et elle n'aurait jamais imaginé qu'il s'enfuirait de chez lui pour éviter d'aller à l'académie. La dame explique qu'elle demande son aide parce que Damian l'admire, ce que Damian confirme joyeusement, en disant qu'il serait heureux d'y aller si son ami était avec lui. Le héros se rend compte que Lady Bianca est dans une impasse. Forcer Damian à y aller pourrait le pousser à s'enfuir à nouveau, mais elle n'a aucun autre moyen de le faire changer d'avis. Le héros voit cette offre comme une bonne opportunité. Fréquenter l'académie est formidable, et les relations scolaires sont très précieuses dans un monde qui repose sur les liens familiaux et régionaux. Bien que l'offre soit très bonne, il sent qu'il est entraîné dans les affaires de la famille Blandeu. Il lui dit qu'il va y réfléchir pour le moment, et elle accepte et lui demande de l'informer de sa décision. Avant de partir, elle lui a demandé pourquoi il avait refusé l'offre d'Alfred de devenir son successeur. Le héros répond avec un sourire mystérieux, « Mes genoux sont trop précieux pour moi », laissant la dame perplexe. Ailleurs, quand Alfred entend cette réponse, il est choqué et stupéfait par l'audace du garçon. Après avoir obtenu l'élixir, Aster s'assit en contemplant alors qu'il absorbait son énergie. Surpris par l'immense augmentation de son mana malgré le fait qu'il n'ait absorbé que 10% de l'élixir, il se demanda si la raison de cette absorption efficace était le changement qui s'était produit dans sa structure physique, la transformant en la marque du feu. Il a noté que le processus d'absorption était parfait. Contrairement au processus habituel d'absorption d'un élixir, il n'y avait aucune perte d'énergie ni aucune impureté persistante, ce qui a rendu son effet plus fort qu'il ne l'avait prévu. Ses pensées se sont ensuite tournées vers l'offre qu'il avait reçue de rejoindre l'académie.
Après mûre réflexion, il a estimé que sa décision était déjà prise. Il s'est rendu compte qu'il y avait de nombreux avantages à s'inscrire à l'académie, le plus important étant que cela lui permettrait de trouver plus facilement un parrain pour le soutenir. Cependant, malgré ces points positifs, il avait le fort sentiment qu'il se dirigeait droit dans un piège tendu pour lui. Il a décidé d'aller se promener pour s'éclaircir les idées. Alors qu'il était sur le point de partir, il a été arrêté par un jeune homme aux cheveux platine qui l'attendait et lui a demandé directement s'il était la personne nommée Astor. Aster a observé les traits du jeune homme et a déduit de ses cheveux platine que seul Damian avait dans la lignée familiale directe que le jeune homme devait être un parent d'une branche collatérale. Aster s'est senti agacé par la quantité de problèmes dans cette maison et a catégoriquement nié avoir un lien quelconque avec ce nom, ce qui a surpris le jeune homme. Le jeune homme a poursuivi ses remarques sarcastiques, commentant les cheveux gris foncés et ternes d'Astor et son regard inconfortable, puis a ajouté d'un ton moqueur que tous ces traits lui ressemblaient parfaitement, ce qui a mis Astor en colère. Astor a répondu calmement que la couleur des cheveux pouvait varier considérablement en fonction de l'éclairage. Il a ensuite pris une expression faussement innocente et a demandé au jeune homme comment ses yeux pouvaient être inconfortables de quelque manière que ce soit. Le jeune homme a été décontenancé par sa réaction, a reculé, admettant que les yeux d'Astor semblaient effectivement gentils et s'est excusé pour le malentendu avant de se tourner pour partir. À ce moment-là, Alfred, le majordome en chef, s'est précipité vers Astor et l'a attrapé, le suppliant de pardonner le malentendu et lui disant qu'il n'avait pas pu dormir de toute la nuit parce qu'il n'avait pas pu lui parler et clarifier la situation. Alfred pensait à lui-même avec ressentiment qu'il ne devrait pas avoir à s'agenouiller comme ça juste parce qu'il était le majordome en chef et que tout cela n'était qu'un malentendu. Le jeune homme aux cheveux platine s'est retourné à nouveau, ayant réalisé la vérité, et a crié qu'il avait raison depuis le début et que le regard dans les yeux d'Astor ressemblant à celui d'un gobelin mort n'était pas commun. Astor a calmement confirmé son identité. Le jeune homme s'est mis en colère, pointant son doigt sur lui et l'accusant de mentir et d'agir avec une telle insolence. Le jeune homme a murmuré une menace de le tuer, mais un regard noir et silencieux d'Alfred a suffi à le faire taire. Le jeune homme a retiré sa menace et a dit à Aster qu'il fermerait les yeux pour le moment. Cependant, il a exigé qu'Aster vienne plus tard dans la salle de magie afin qu'il puisse corriger son mauvais comportement, ce à quoi Astor a accepté avec désinvolture. Après que le jeune homme soit parti en murmurant des menaces, Alfred a demandé à Astor si quelque chose n'allait pas. Astor répondit avec un sourire qu'il n'y avait pas à s'inquiéter, pensant que cette situation arrivait à point nommé car il n'était de toute façon pas de bonne humeur. Puis Astor se tourna vers Alfred et l'appela par son titre officiel, chef majordome, et lui demanda s'il pouvait voir la dame du palais maintenant. Lady Bianca accueillit Astor dans son bureau, remarquant qu'il avait demandé une réunion très tôt le matin et se demandait s'il avait déjà fini d'examiner son offre. Avec un sourire confiant, Astor confirma sa décision et l'informa qu'il allait s'inscrire à l'académie. Lady Bianca exprima sa surprise de la rapidité avec laquelle il avait pris sa décision, mais elle était ravie, lui disant qu'il devrait commencer les préparatifs dès que possible. Elle lui dit de s'installer confortablement en attendant, et Astor la remercia pour son hospitalité et quitta le bureau. Après le départ d'Astor, Alfred entra dans le bureau. Lady Bianca posa des questions sur le garçon et elle informa joyeusement le chef majordome qu'Astor avait heureusement accepté l'offre. Alfred ne pouvait cacher son excitation, s'exclamant que c'était à prévoir de la part d'un garçon avec une telle passion et cette flamme brûlant dans ses yeux. Alfred continua avec enthousiasme à expliquer son plan à Lady Bianca, déclarant que le premier semestre se passerait bien puisque la famille couvrirait ses dépenses, mais il se demandait comment Astor s'en sortirait au semestre suivant. Alfred supposa qu'il serait difficile pour un vagabond de la zone grise de se permettre des frais de scolarité aussi élevés et prédit qu'Astor deviendrait très anxieux car il souhaitait poursuivre ses études. À ce moment crucial, une main secourable apparaîtrait, et ce ne serait autre que le parrainage personnel d'Alfred. Lady Bianca l'interrompit, lui disant calmement qu'il faisait trop de bruit. Alfred s'excusa immédiatement pour son explosion et s'excusa pour aller à la cuisine car l'heure du repas approchait. Après son départ, Lady Bianca réfléchit à la question. Elle comprit le bonheur accablant d'Alfred. Après que son offre à Aster ait été rejetée à plusieurs reprises, il avait enfin trouvé une opportunité. Cependant, elle considérait cette proposition d'académie comme un plan naïf. Elle réalisa que la raison de la grande confiance d'Alfred dans le succès de son plan était qu'il avait lui-même été attiré par l'ancien chef majordome en utilisant une méthode similaire, et elle se sentit désolée pour lui, l'appelant une pauvre âme dans ses pensées. Pendant ce temps, Astor marchait en direction du hall de la magie, l'endroit où se trouvait ce garçon de la branche parallèle, comme il l'appelait dans son esprit. À son arrivée, il fut accueilli par une personne portant une robe à capuche et portant une bougie qui lui demanda pourquoi il était venu. Astor hésita un instant, réalisant qu'il ne connaissait pas le nom du jeune homme qu'il était venu rencontrer. Mais la silhouette à capuche semblait l'attendre, l'accueillit et lui demanda de suivre. L'homme à capuche le conduisit à une porte et lui dit qu'il pouvait entrer par ici. Avant de partir, il lui donna un avertissement énigmatique, lui conseillant de faire attention à sa tête après avoir ouvert la porte. Astor ouvrit la porte et comprit immédiatement le sens de l'avertissement en se retrouvant face à une volée de papier volant. Après que le papier ait soulevé de la poussière sur son visage,
Astor se retrouva face à un jeune homme aux cheveux platine qui lui serra la main et le salua. Le jeune homme se présenta comme Angevon Blanco et demanda à Astor s'il était venu voir son jeune frère. Astor réalisa avec étonnement que le garçon grossier qu'il avait affronté plus tôt avait appelé son frère aîné à l'aide. À ce moment-là, la mémoire d'Astor remonta à son époque de réparateur où il avait infiltré de nombreuses académies de magie, et il en retira une observation importante sur les caractéristiques des mages chercheurs qu'il appelait les gratte-papier. Le premier trait qui les distinguait était leurs cheveux clairsemés. Ils les tiraient tellement à force de trop réfléchir qu'ils arrêtaient de pousser. Astor avait divisé ce phénomène en étapes. Dans la première étape, ils essaieraient de nier leur calvitie en portant leur robe avec la capuche relevée. Dans la deuxième étape, ils accepteraient la réalité et révéleraient leurs cheveux clairsemés. Dans la troisième étape, ils se raseraient complètement la tête. Et dans la quatrième et dernière étape, ils atteindraient un point de désespoir et commenceraient à chercher une magie capable de réaliser l'impossible, la repousse des cheveux, ce que personne n'avait encore réussi à faire. Mais Ange était différent. Il commença par présenter des excuses formelles pour le comportement de son jeune frère, expliquant qu'il était allé trop loin et qu'il n'avait jamais imaginé qu'il agirait de manière aussi impolie envers un invité du jeune chef de famille. Alors que Angji parlait, Astor remarqua que ses cheveux étaient épais et qu'il était encore jeune, ce qui faisait de lui une exception à la règle qu'il avait formée dans son esprit. Tout en servant du thé à Astor lui demanda s'il travaillait dans une académie de magie, et Ange révéla qu'il occupait le poste de vice-principal dans l'une d'elles. Cela impressionna Astor qui pensa qu'une famille prestigieuse comme les Blanco ne nommerait pas quelqu'un à un tel poste uniquement en fonction de sa lignée, ce qui signifie que Ange devait posséder des compétences exceptionnelles. Ange commenta qu'Astor était un individu unique, différent des vagabonds habituels de la zone noire et blanche. Astor rit en signe d'accord, mais il se sentit mal à l'aise à l'intérieur. Il pensa que la tâche aurait été beaucoup plus facile si Ange l'avait accueilli avec hostilité, mais au lieu de cela, il souriait gentiment. Astor sentit une chimie humaine négative entre eux, ce qui signifie qu'ils étaient deux types de personnes qui ne pourraient jamais s'entendre. Ensuite, Angji félicita Astor pour son invitation à s'inscrire à l'Académie Xenian. Astor le remercia. Alors que Angji continuait à la décrire comme une grande opportunité et mentionnait qu'il était lui-même un diplômé de la 145e promotion, Astor se demanda si Ange essayait soudainement de créer une bourse d'études avec lui. Ange s'excusa immédiatement, disant qu'il s'était un peu excité en apprenant la nouvelle de son inscription et dit quelque chose d'inutile, puis suggéra qu'ils en viennent au point principal. Astor se demanda quel était ce point principal. Ange lui dit qu'il y avait une chose qu'il voulait confirmer en premier, puis lui posa une question directe et choquante. Serait-il prêt à risquer sa vie pour un ami? Ange expliqua que le sort de toute la famille Blanco était en jeu. Il lui offrit ensuite un livre lumineux, promettant que s'il était prêt à risquer sa vie, il lui donnerait ce livre. Astor était complètement choqué. Il reconnut immédiatement le livre. C'était le secret fondamental de la famille Blanco, le tome de la lumière de la guérison. Pendant ce temps, dans le jardin du palais rempli de fleurs jaunes, Lady Bianco soignait les fleurs. Soupirant de soulagement, elle se sentit soulagée que le problème de l'inscription de Damian à l'académie, qui lui avait causé beaucoup de maux de tête, ait été résolu sans aucun problème, soulageant ainsi un grand fardeau de ses épaules. Ses pensées se tournèrent vers Astor, qu'elle considérait comme un très bon ami de Damien. Elle reconnut que son talent était très bon. Et quant à sa personnalité, elle se souvint de la description qu'Alfred avait faite de lui comme quelqu'un qui pouvait être impoli ou audacieux parfois, mais elle considérait cela comme normal pour quelqu'un de son âge. Ce qu'elle aimait le plus chez lui, c'était son attitude posée et son absence totale de flatterie, même après avoir appris le contexte et le statut de Damian. Elle conclut que sa position était différente, et pour cette raison, il méritait de rester proche d'eux. Mais pour cette même raison, elle croyait qu'il n'appartiendrait jamais à aucun endroit, tout comme un oiseau libre qui ne peut pas être mis en cage. Elle pensa qu'il existait de nombreuses façons de garder les gens proches et qu'elle devrait réfléchir à ses méthodes au fil du temps car elle était déterminée à ne pas renoncer à un si bon talent pour le bien de Damien. De retour dans le hall de la magie, Astor était toujours sous le choc de l'offre de Ange de lui donner le tome secret de la famille. Il s'interrogeait sur le véritable motif de cette offre. Il observa les yeux de Angie et les trouva clairs et transparents, à tel point qu'il ne pouvait pas lire ce qu'il avait en tête. Astor pensa que les sentiments, qu'ils soient bons ou mauvais, se manifestent généralement légèrement dans les yeux d'une personne, mais Angie était comme un assassin professionnel, ne montrant aucune émotion. Il en conclut que Angie portait un masque si élaboré qu'il ne connaissait peut-être plus son vrai moi. Angie l'avertit qu'il ne disait pas cela à la légère et lui demanda de ne pas répondre précipitamment uniquement pour la tentation de la récompense devant lui. Astor répondit qu'il lui donnerait sa réponse. À l'intérieur, Astor sentit le malaise qu'il ressentait s'estomper après avoir compris la nature de Angie. C'était facile maintenant. Il réalisa qu'ils venaient tous les deux des mêmes eaux troubles, il n'y avait donc pas lieu de se sentir mal à l'aise. Astor dit à Angie que s'il avait quelque chose à demander, il écouterait, expliquant que s'il pensait pouvoir le faire, il le ferait. Et s'il ne le pouvait pas, il ne le ferait pas. Ange se mit en colère à ces mots et demanda s'il écouterait même si sa vie était en danger simplement en l'entendant, menaçant qu'il pourrait le tuer s'il écoutait et refusait ensuite. Astor le regarda avec défi et lui dit d'y aller et de le tuer,
lui demandant sarcastiquement si un homme pouvait mourir 2 fois. Mais il se rappela vite avec embarras qu'il pouvait personnellement mourir une seconde fois. Après un moment de silence, Ange libéra son énergie pour intimider Aster. Ange essaya de libérer sa puissante aura pour forcer Aster à se soumettre, mais Aster resta sur ses positions, impassible face à la menace de Ange. Ange sourit en admettant qu'il ne pouvait pas vaincre Aster et déclara qu'il avait réussi le test. Alors Ange lui dit qu'il allait maintenant lui parler confortablement, révélant la vérité. Il avait besoin de quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance, mais cette personne ne pouvait pas être un membre de la famille Blanco. Ange commença à expliquer sa situation, admettant qu'il avait initialement de faibles attentes, croyant que tous les vagabonds de la zone noire et blanche étaient pareils, et que Damian étant jeune pouvait ne pas avoir un jugement aiguisé en matière de personne. Cependant, ce qui piqua son intérêt, c'est que la tutrice de Damian, Lady Bianca, connue pour son amour exceptionnel pour lui, gardait un vagabond comme Astor à ses côtés, ce qui l'amena à croire qu'il devait y avoir quelque chose de spécial chez lui. Puis, par pure coïncidence, le combat entre son jeune frère et Astor eut lieu, lui fournissant une excuse parfaite et logique pour le convoquer pour une entrevue. Astor demanda s'il était nécessaire que le vice-principal d'une académie de magie utilise son frère comme excuse pour convoquer quelqu'un. Ange confirma que les soupçons d'Astor étaient corrects, expliquant que la situation était difficile et l'empêchait de faire le premier pas lui-même. Il nia rapidement qu'il s'agissait d'une lutte de pouvoir au sein de la famille, insistant sur le fait que la famille Blanco était très unie. Puis il révéla la vraie raison. Il était sous surveillance par la famille de Cullen. Quand Astor lui demanda pourquoi, Ange décida d'être complètement honnête, d'autant plus qu'Astor avait déjà montré de l'indifférence face à la mort, mais il le rassura en lui disant qu'il n'avait aucune intention de le tuer. Ange révéla la vérité choquante. Il faisait actuellement des recherches sur la technique de la source céleste de la famille de Cullen, et il semblait qu'ils avaient découvert ses activités. Il ajouta qu'il avait réussi à obtenir cette technique, un secret connu uniquement de la lignée de Cullen, par une voix inattendue. Aster interrogea Ange sur la façon dont un homme censé être mort il y a longtemps était encore en vie, ajoutant que si la famille Blanco enquêtait, leur objectif clair serait de trouver un moyen de le contrer. Angie commenta que la famille de Cullen était quelque peu irrationnelle. S'ils ne faisaient que rechercher une contre-mesure à leur technique, ils auraient essayé de le tuer de toute façon même s'il était vice-principal. Mais il expliqua que cela allait au-delà. Au départ, il avait seulement l'intention de chercher une faiblesse, mais il a vu autre chose. Il a trouvé dans la technique de la source céleste, qui est l'origine de tous les secrets de la famille de Cullen, un moyen d'améliorer et de développer ce parfait secret lui-même, et il ne pouvait pas arrêter cette recherche. Il exprima sa confiance qu'Aster, en tant que personne intéressée par la magie, comprendrait ses sentiments. Aster était stupéfait, réalisant que Ange n'était pas juste un peu fou, mais absolument et complètement fou. Comment osait-il mener de telles recherches sur le territoire de sa famille? Soudain, Aster fit le lien entre cette révélation et des événements de sa vie passée. Le timing correspondait parfaitement. La vraie raison pour laquelle la famille de Cullen a secrètement écrasé la famille Blanco était la recherche de Ange sur la nouvelle technique de la source céleste. C'est pourquoi Baran a risqué la survie de la famille de Cullen pour éliminer les Blanco parce qu'il a vu dès le début l'immense potentiel de cette technique améliorée, et c'était le secret de son pouvoir écrasant lors de leur bataille finale. Ange remarqua le silence d'Aster et lui demanda s'il regrettait d'avoir écouté, admettant que l'ampleur de la question était peut-être un peu accablante. Aster ignora cela et revint à la question initiale. Pourquoi Ange l'a-t-il spécifiquement recherché? Ange expliqua qu'il n'avait pas encore informé sa famille de ses recherches. Il sentait que la famille d'Aeculin avait placé un espion quelque part parmi eux, mais il ne pouvait pas identifier qui c'était. Aster déduisit que si le chemin par lequel Ange avait obtenu la technique était tracé, il était probable que les Déculans avaient délibérément divulgué une solution corrective ou une version incomplète de la contre-mesure. Ange confirma cela avec un rire, ajoutant qu'au moment où il réalisa qu'il le traquait, il libéra lui-même une partie de cette formule incomplète pour les tromper parce qu'il ne voulait pas mourir non plus. Astor se demanda pourquoi il ne rejoignait pas simplement le camp de la famille de Cullen car il l'accueillerait très probablement. Ange répondit vaguement qu'il avait ses raisons personnelles de ne pas le faire. Ange expliqua à Aster que puisqu'il n'était pas lié à sa famille, il avait besoin de lui pour faire quelque chose dans leur dos. Il révéla que cette recherche était en fait un effort de collaboration, mais sa propre partie avait atteint une impasse. Il lui demanda d'apporter sa thèse au professeur Baron à l'Académie Xénian et promit qu'il veillerait à ce qu'il soit bien rémunéré. En retour, il lui accorderait le sort de la lumière de la guérison. Astor considéra cette offre comme une opportunité inestimable et décida de l'accepter, mais il voulait augmenter les enjeux, alors il proposa de prendre le sort de la lumière de la guérison maintenant comme garantie. Et lorsque la nouvelle technique de la source céleste serait achevée plus tard, il prendrait cela aussi. Il justifia cela en disant que cela ferait d'eux de véritables partenaires dans le même bateau, un accord tout ou rien. Ange le décrivit comme vraiment audacieux, mais nota que sa logique était simple. Il n'accepterait pas le travail si les conditions ne lui convenaient pas. Après un moment de réflexion, Ange accepta la requête d'Astor. Il dit que le nom de la technique n'avait pas d'importance. Et comme Aster n'avait pas appris la technique originale, la nouvelle version ne lui serait de toute façon pas utile pour le moment,
mais il promit de la lui donner une fois terminée. Cependant, Ange fixa également une condition de son côté. Il dit à Aster que jusqu'à ce que cette thèse soit entièrement terminée, il pourrait avoir besoin de son aide à nouveau et exprima son espoir qu'Astor le soutiendrait alors. Puisqu'ils étaient dans le même bateau, ce n'était pas une grosse demande. Astor accepta immédiatement, confirmant qu'il aiderait tant que cela concernait la thèse. Alors qu'il prenait les papiers, il ajouta en plaisantant qu'il ne savait pas lire. Après qu'Angji se soit figé un instant, Astor admit qu'il plaisantait, incitant Angji à marmonner avec agacement qu'Astor était grossier et ennuyeux. Ensuite, Astor demanda à propos du professeur Baron et s'il était digne de confiance. Angji rit et lui dit que lui et Baron avaient toujours concouru pour la première et la deuxième place depuis leur jour à l'académie, même lorsqu'ils sont devenus professeurs adjoints. Il ajouta avec un soupir que cette rivalité avait pris fin dès qu'il était retourné dans la famille Blanco, mais qu'il avait toujours une longueur d'avance sur lui. Astor pensa quel monde misérable c'était, car il y avait un autre fou comme Angers à l'académie. Plus tard, dans la chambre d'Astor, Damian se demandait pourquoi Astor mettait toutes ces choses dans sa poche de l'espace, lui rappelant qu'on lui avait dit de ne pas se faire prendre. Aster remarqua une lettre scellée à la cire rouge sur le dessus d'une pile de livres. Il l'ouvrit pour la trouver adressée à lui, à mon cher Aster. Aster se moqua du mot cher. La lettre était de Ange, lui disant que c'étaient les textes magiques qu'il devait apprendre pour son avenir et qu'il avait écrit l'ordre d'apprentissage en bas pour qu'il le suive avec diligence et acquiert l'intellect correspondant à son statut. Et il l'avait signé de son ami, Angevon Blanco. Astor regarda les piles de livres et la lettre détaillée, admettant que c'était un cadeau vraiment merveilleux. Il réalisa que Angie était un vrai génie pour sa capacité à organiser un parcours d'apprentissage progressif de la magie de base à la magie avancée, mais en même temps, il était aussi un fou. Il sourit en commentant, pas mal, puis s'assit et commença à écrire quelque chose. Il avait commencé une liste de sponsors de livres pour sa future tour, et le premier nom dessus était Angevon Blanco. Il compta les livres qu'il avait reçus, qui s'élevaient à environ 132, à l'exclusion du sort de guérison et de la thèse de la nouvelle technique. Il pensa que mettre le sort de la lumière de la guérison à la disposition du public dans sa tour était une autre affaire, une affaire dont il discuterait avec Damien plus tard. Aster se souvint de l'image de Damien serrant joyeusement un chat dans ses bras et l'appelant mon ami, et Aster sourit en lui-même, considérant cela comme un privilège d'amitié. Ses pensées revinrent ensuite aux 132 livres que Ange lui avait donnés. Il réalisa que ce n'étaient pas seulement des livres éparpillés, mais une catégorie complète de connaissances. Avec cette collection, quiconque souhaite apprendre la magie pourrait se construire une base solide. Sa perspective avait changé. Avant, il ne pensait qu'à amasser des livres dans sa tour, mais il réalisa que ces livres deviendraient la véritable identité de la tour, un lieu qui confère le savoir à tous ceux qui le recherchent. Ailleurs, Ange pensait à sa rencontre avec Aster, la considérant comme un gain inattendu. Son plan initial était de lui remettre sa thèse si Aster était utile et de se débarrasser de lui s'il ne l'était pas, mais maintenant, il trouvait Aster intéressant. Ange se souvenait de la réponse audacieuse d'Aster à sa menace de mort et du fait que ce n'était pas juste de la bravade. Ses yeux montraient vraiment qu'il était indifférent à la mort. Cela le différenciait des autres porcs, comme il les appelait dans son esprit, et il trouva cela amusant. Ange sentait qu'Astor cachait beaucoup de choses, ce qui rendait les choses plus excitantes pour lui. Il avait enfin trouvé quelqu'un qui se tenait au même endroit et regardait dans la même direction, et qui plus est, qui désirait ses résultats, une nouvelle sensation qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il se demanda un instant si Astor ne savait vraiment pas lire, mais il rejeta rapidement cette idée comme impossible. Quand il fut temps de partir pour l'académie, la servante informa Astor qu'il devrait remplir quelques formulaires simples à son arrivée, ajoutant que le jeune maître Damian et Astor étaient exemptés des examens d'entrée. Elle les informa qu'ils seraient désormais des étudiants officiels de l'académie. La dame commenta que le nouvel uniforme allait bien à Astor. Il la remercia, puis ils partirent. Astor pensa que les familles prestigieuses bénéficiaient toujours d'une admission spéciale et que cet accord n'était pas mauvais pour lui non plus. À la calèche, Damian et Lady Bianca les attendaient. Damian appela Astor avec enthousiasme et l'exhorta à se dépêcher. Avant de partir, Lady Bianca parla à Astor, lui demandant de prendre soin de lui et exprimant son espoir qu'il atteindrait ce qu'il voulait car c'était une formidable opportunité. Astor la remercia et sourit. Alors que la calèche avançait, Astor répéta dans son esprit les mots de Lady Bianca, « Ce que je veux ». Il se résolut qu'il l'obtiendrait, bien sûr. Il pensa à Xénion, la plus grande académie du continent oriental où d'innombrables sponsors l'attendaient, et il avait l'intention de tous les acquérir. Avec un sourire confiant, il se tourna vers sa nouvelle destination en pensant, « Attendez un peu, collègue. J'arrive ». Pendant son voyage en calèche, Aster s'immergea dans la lecture des livres que Ange lui avait donnés, et il réalisa vraiment que Angie était un chercheur en magie remarquable. Il pensait que les principes de base de la magie sont simples, mais leurs interprétations peuvent varier à l'infini. Il prit l'eau comme exemple. Pour certains, c'est l'eau de la vie, et pour d'autres, c'est une inondation catastrophique. Ce n'était qu'une question de perspective. Il réalisa que chaque grande famille avait développé sa propre voie unique en magie basée sur son propre point de vue du même principe. Après avoir terminé tous les textes magiques dans sa sacoche,
Astor parvint à une importante réalisation. Il découvrit que le programme préparé par Angie était directement lié aux principes célestes de la famille de Kulan. Ses pensées furent interrompues par la voix enthousiaste de Damian qui l'appelait mon ami et lui disait de regarder. Annonçant qu'ils étaient enfin arrivés, Astor regarda par la fenêtre pour voir l'imposant bâtiment de l'académie de Xénian devant lui. La dame qui les accompagnait leur dit que le voyage en calèche se terminait ici. Elle expliqua que, suivant les enseignements du sage premier directeur, tous les étudiants, le jour de leur inscription, doivent entrer dans l'académie à pied, quel que soit leur statut. Elle leur souhaita bonne chance pour la cérémonie et espéra qu'ils acquéraient une grande sagesse. Puis elle se sépara d'eux. Dès qu'ils commencèrent à marcher, Damien attrapa le bras d'Astor, l'exhortant à se dépêcher. Il lui dit, inquiet, que Lancy, la dame qui les accompagnait, avait dit que s'ils étaient en retard pour la cérémonie d'entrée, ils pourraient ne plus trouver de places assises. Astor trouva cela étrange et considéra cela comme un non-sens, car une cérémonie d'entrée n'est pas un théâtre de village basé sur le principe du premier arrivé, premier servi. Mais il réalisa ensuite que Lancey avait probablement dit cela comme un appât pour empêcher Damian de se relâcher, alors il décida de laisser tomber cette fois. Quand ils entrèrent dans la grande salle, ils la trouvèrent bondée d'étudiants. Damian exprima son admiration pour le grand nombre de personnes et dit que Lancey avait raison, et que s'ils avaient été plus tard, ils n'auraient pas trouvé de places assises. Astor nia cela dans son esprit en sortant un petit morceau de papier pour voir les numéros de sièges qui leur avaient été attribués, classe M3, sièges 11 et 12. Mais Damien montra du doigt des sièges vides et demanda s'il pouvait s'asseoir là, craignant de ne pas avoir de siège du tout, mais Astor lui dit d'attendre un peu. Puis Astor se demanda avec surprise, est-ce la même personne qui ne voulait même pas venir à l'académie, et pourquoi est-il si excité maintenant? Alors que Damien s'apprêtait à s'asseoir, il heurta accidentellement un autre étudiant aux longs cheveux gris qui avait l'air extrêmement agacé. Le grand homme demanda à Damien avec colère, quel est le problème? Aster se précipita pour aider Damien à se relever et lui demanda s'il allait bien. Damien répondit joyeusement depuis le sol qu'il allait parfaitement bien et qu'il ne s'était pas fait mal. Il s'excusa ensuite auprès de l'étudiant qui l'avait heurté, disant qu'il ne regardait pas où il allait correctement. Alors qu'Aster et Damien étaient sur le point de partir, l'étudiant aux cheveux gris les arrêta d'une voix forte. Il se tourna avec colère et demanda à Damien ce qui s'était mis sur ses vêtements. Salive, répondit calmement Aster. De l'aura de l'homme, Astor déduisit qu'il devait appartenir à une famille noble, et il pensa que dans une telle situation, Damien prendrait l'initiative de s'excuser et d'essayer de nettoyer lui-même les vêtements de l'homme. En effet, Damien commença à essuyer les vêtements de l'homme, s'excusant et criant avec enthousiasme qu'il allait les nettoyer et les faire briller plus qu'avant, ce qui ne fit qu'irriter davantage l'homme. Astor réalisa qu'un combat était désormais inévitable. L'homme perdit son sang-froid et lança un coup de poing à Damien, lui criant de sortir de sa vue, imbécile. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit d'autre, Astor intervint et saisit fermement son poing. Astor dit à son camarade de classe qu'il pensait qu'il commettait une erreur et lui suggéra de s'arrêter là. L'étudiant noble lui demanda avec colère qui il était. Astor défendit Damien et annonça clairement qu'il était son ami. L'étudiant commenta sarcastiquement qu'il voyait un ami loyal en lui, notant que peu de gens accepteraient d'être battus pour un ami, mais il l'avertit qu'il regretterait son choix ce jour-là. Aster soupira, pensant que son plan de se faire des amis avec ses camarades de classe le premier jour avait échoué. Il fit craquer ses jointures et décida d'oublier l'amitié pour l'instant. Il semblait que son adversaire préférait régler les choses avec ses poings plutôt qu'avec des mots. L'agitation attira l'attention d'autres étudiants qui se rassemblèrent autour, se demandant ce qui se passait. Quelqu'un reconnut le grand jeune homme et dit qu'il ressemblait à quelqu'un de la lignée de la famille de l'Envie, mais ils ne reconnurent pas les autres. Les spectateurs commencèrent à se demander qui allait gagner, la plupart favorisant Dolenvie car ils avaient entendu dire qu'un nouvel étudiant de leur famille cette année était censé être incroyable. À ce moment-là, un étudiant qui semblait avoir de l'autorité se fraya un chemin à travers la foule, les réprimandant de rester là à regarder alors qu'une bagarre était sur le point de commencer. Quelqu'un demanda timidement s'il devait les arrêter, mais l'étudiant avec autorité refusa catégoriquement. Au lieu de cela, il ordonna aux autres de leur faire de la place et demanda au garçon aux cheveux gris, étant un mage, d'installer une barrière autour de la zone. La situation se transforma en spectacle, et les étudiants commencèrent à parier sur le gagnant, beaucoup encourageant Esther, le nom de l'étudiant de la famille de l'Envie. Esther regarda la scène avec un léger sourire. Esther s'avança et se présenta comme le deuxième fils de la fière famille de l'Envie et demanda le nom de Esther. Esther répondit que contrairement à lui, il ne venait d'aucune grande lignée et qu'il devait juste le considérer comme un passant. Esther sourit sarcastiquement, disant que ne pas être issu d'une famille noble n'avait pas d'importance, mais que cette petite arène devait être un handicap pour un mage. Puis, par générosité, comme il le prétendait, il autorisa Astor à faire le premier pas. Astor trouva toute la situation complètement ridicule. Astor se moqua de Esther, disant que pour quelqu'un qui déteste parler, il a une sacrée langue, puis lui demanda s'il avait peur. Ce commentaire a rendu Oexter furieux, le poussant à attaquer, déclenchant une bataille féroce où Oexter lui a lancé un puissant coup de poing. Astor voulait ajouter une autre observation, soulignant qu'il y avait deux personnes fortes,
pas seulement Oexter. Esther était confiant dans sa capacité à résister aux coups de poing de n'importe quel étudiant en magie, mais il a été choqué par le poids du coup de poing d'Aster quand il l'a frappé, se demandant comment son poing pouvait être si puissant, et a traité Aster de voyou. Alors que Esther essayait de comprendre la force inattendue d'Aster, il a été surpris par un sort de guérison lancé sur lui. Il s'est avéré que c'était Damian qui avait lancé le sort de guérison, mais il ne comprenait pas pourquoi Damian guérissait l'adversaire de son ami. Aster a murmuré que les familles nobles étaient vraiment d'un autre niveau. Il a profité de la distraction de Oexter et a asséné un autre coup de poing, le réprimandant pour avoir laissé son attention vagabonder. Oexter s'est retrouvé dans une situation surréaliste. Une personne le frappait fort, et l'autre le guérissait en même temps, tandis que Damien riait hystériquement en lançant ses sorts. Hector sentit son cœur battre violemment, les traita de fou dans son esprit, et souhaita simplement perdre conscience pour mettre fin à ce cauchemar. Il se demanda, ai-je peur? La foule a commencé à crier sur Hector, lui demandant ce qu'il faisait et lui disant de ne pas reculer. Ils l'ont acclamé, lui rappelant qu'il était la fierté de la famille d'Olenvi, la star du continent oriental, et l'espoir de tous les artistes martiaux. Ils ont exigé qu'il y mette fin rapidement et qu'il ne prolonge pas le combat. Face à ces insultes, Oexter a explosé de rage, criant qu'un simple mage osait le regarder de haut avec un tel mépris et a lancé un coup de poing à Astor, mais l'autre l'a esquivé. Il a rassemblé toute son énergie et a déclenché son attaque la plus puissante, lançant un assaut qui a provoqué une explosion assourdissante. La foule a finalement applaudi, déclarant que c'était le Hector qu'il connaissait. Hector sentit son coup de poing atteindre directement sa cible, mais il se demanda, confus, pourquoi le coup semblait-il si léger. Et dans un moment choquant, il a vu Astor voler dans les airs. Astor a atterri habilement sur le sol, puis s'est lentement relevé, époussetant ses vêtements. Esther a laissé échapper un cri de rage et de frustration. Astor le regarda calmement alors qu'il se précipitait à nouveau sur lui. Réfléchissant à la situation, il avait remarqué que Damian continuait à guérir Hector, et il réalisa que pour mettre fin à ce combat, il aurait besoin d'un seul coup de grâce pour le rendre inconscient. Astor décida d'utiliser une technique spéciale qu'il avait développée avec ses camarades dans sa vie passée. Cette technique repose sur l'extraction d'énergie de la collision des particules de mana. Ce n'est ni un art martial ni de la magie au sens traditionnel, mais une technique pure née des propriétés mêmes du mana. Il a appelé ce style le style de collision. Astor a déclenché son attaque qui a créé un puissant éclair de lumière bleue. Les spectateurs ont été choqués par l'intensité de la scène, se demandant avec étonnement ce qu'ils voyaient. L'épaisse poussière de l'attaque a obscurci l'issue de la bataille. Les spectateurs attendaient avec impatience le résultat final. Astor a levé les mains en déclarant sa victoire, puis a crié « Applaudissements ». Astor a demandé aux spectateurs d'élever la voix plus fort, et leur réponse est venue sous forme d'applaudissements successifs, de réactions excitées et d'un rugissement qui a rempli l'endroit, exprimant leur étonnement face à ce combat violent et palpitant. Ceux qui avaient parié sur Astor ont célébré leur victoire inattendue. Damian a couru vers Astor en criant avec enthousiasme « Nous l'avons fait », ce à quoi Astor a calmement répondu « Oui ». Astor a regardé la foule jubilatoire et a pensé qu'il devrait arrêter d'agir de manière aussi naïve. Pendant ce temps, un noble et son compagnon regardaient la scène avec dégoût, décrivant la façon dont un étudiant en magie se battait comme extrêmement vulgaire. Soudain, un homme en colère qui semblait être un fonctionnaire de l'académie s'est frayé un chemin à travers les étudiants, criant et exigeant qu'ils s'éloignent. Il a demandé avec une colère intense qui avait osé déclencher une bagarre le premier jour de la cérémonie d'entrée et a menacé d'emmener tout le monde s'il ne bougeait pas immédiatement. Astor pensa qu'il avait fait une grosse scène, mais il n'était pas inquiet. Après tout, il était un réparateur avec de nombreuses façons de s'échapper, et tout le monde s'était amusé. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Damian s'avança, tirant Astor avec lui et cria fort que les autres n'étaient pas les coupables, mais qu'ils l'étaient. Il s'est pointé du doigt ainsi qu'Astor pour attirer l'attention du fonctionnaire. Le fonctionnaire en colère s'est tourné vers eux tandis qu'Hector gisait inconscient sur le sol en arrière-plan, et Damian a confirmé à nouveau, « Oui, monsieur. C'était nous. »